Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle émission de Markeia. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu mieux le monde des agences. Nous allons voir effectivement comment est-ce que ces agences évoluent, quelles sont les questions qu'elles se posent, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à penser le monde de la communication, du marketing et du design demain. Ça pose énormément de questions, le fait que l'IA arrive dans nos maisons, dans nos agences, auprès de nos collaborateurs. Et donc, je propose qu'aujourd'hui, on en parle, et on en parle avec nos invités que je vais faire apparaître ici. Hop, puis je vais arrêter la musique aussi. Avec Amandine Fouquet, tu travailles chez Publicis Média France, et tu vas nous parler de l'IA chez Publicis pour comprendre un peu mieux comment ça marche. Il y a eu beaucoup d'annonces chez Publicis de la part de Arthur Sedoun. Donc, on va voir effectivement chez Publicis comment ça fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que tu arrives à travailler avec cette IA. Toi, tu as une spécialité dans les médias plutôt.
Oui. Donc, tu vas plus nous parler médias, mais effectivement, Publicis, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, on ira aussi sur tous les horizons, les verticales chez Publicis. On a la chance aussi d'être avec Thierry Brinfo. Bonjour Thierry. Tu es cofondateur de Base Design. Base Design, c'est une agence de design. Toi, tu es situé à Bruxelles et tu as aussi une agence qui est à New York. Thierry, moi, je t'ai connu il y a des années, quand tu faisais une conférence chez Who's Next. Et c'est une activité que tu fais beaucoup, enfin beaucoup. En tout cas, je le vois pas mal tourner sur YouTube, de faire des conférences et de parler de design. Et donc aujourd'hui de parler design et d'IA. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous regardent, alors pas à le faire tout de suite, restez avec nous quand même, mais à aller sur YouTube et à taper Thierry Brinfo sur votre clavier. Vous verrez plein de conférences extrêmement intéressantes sur le sujet du design et l'avenir du design. Et nous sommes avec Mathieu Cruc. Bonjour Mathieu. Salut Romain. Tu travailles chez Brainsonic. Tu es directeur général de Brainsonic. Et évidemment, si on parle d'IA et d'agence, c'est absolument impossible d'être passé à côté de ton profil sur LinkedIn parce que tu documentes énormément ces sujets-là, ce qui est assez passionnant et tu fais partie, je crois vraiment, de mon top 5 en termes de veille sur tous ces sujets-là et comprendre un peu mieux comment le monde des agences évolue. Donc merci d'avoir accepté d'être là. Pareil, Mathieu, là, en ce moment, tu fais beaucoup de conférences et de prises de parole sur le sujet. C'est chouette, c'est que Brainsonic est en forme sur le sujet et tu vas nous raconter un peu comment vous avez pris le pli pour réussir à vous développer. Bon voilà, du coup je vous avais dit que je vous laisserais vous présenter, mais je l'ai fait. Mais vous pourrez ajouter des éléments si ça vous plaît. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, et c'est un peu la tradition de cette émission, c'est qu'on parle vraiment du réel, qu'on commence par les expérimentations, comprendre réellement ce que vous faites au quotidien et comment l'IA vous impacte. Je voudrais commencer par toi, Thierry, chez Base Design. Euh, Ce qui est intéressant avec le design, c'est que très vite, on a vu qu'il y avait le sujet du content, de l'image qui avait été touché avec Midjourney, et donc se pose la question effectivement de mince, est-ce que alors je sais que dans le design, il n'y a pas que le design graphique, mais ça en fait partie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, chez Base, tu arrives à intégrer cette IA? Comment est-ce que tu as réussi à le faire et est-ce que tu as des use cases que tu as déjà réussi à mettre en place au sein de l'agence pour mettre en œuvre cette IA auprès de clients? Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, ça c'est la première chose, parce que ce qui est, je crois, important, c'est qu'on est tous dans une expérimentation de tous les instants, de tous les jours. Et on ne sait pas trop comment ça bouge. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que j'ai envie de dire, il y a à peu près un an, il y a 2 ans, le gros de mes équipes, que ce soit à New York, à Bruxelles, à Genève, Melbourne, il y avait un rejet. Il y avait une peur, en fait, même carrément du côté des designers. Et ça a flippé sur un an à peu près. Ça a vraiment. En fait, c'était une peur qui était liée à une méconnaissance, en fait. C'était le truc qui faisait peur. On ne savait pas de quoi on parlait. Et donc, tout le monde rejetait, en gros, ce type de solution. Et ce qui a changé, je crois, c'est que sous l'impulsion, en tout cas dans nos studios, de profils différents. En fait, ce n'est pas des profils de designers, mais plutôt des profils j'ai envie de dire, de bidouilleurs, des gens qui venaient du média, même de l'installation. On a eu un jeune designer ici incroyable qui venait du monde de l'installation multimédia. Et c'est plutôt en fait, enfin moi je trouve c'est comme ça que ça marche bien, c'est intégrer dans l'équipe d'autres profils, d'autres personnes qui amènent en fait une créativité différente. Et surtout, ils n'ont pas peur d'essayer des trucs. Moi, moi, j'y connais rien en IA, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais leur demander tout ce que je voulais. La réponse était attends, je vais voir. Et donc, on me revenait une heure après avec des débuts de solutions, des débuts de pistes. Et en tout cas, c'est comme ça que nous on a fait. Et on a un truc chez Base, c'est qu'on n'est pas par département, c'est-à-dire que les développeurs, les designers, les copywriters, on les assit ensemble en fonction des projets. Ils sont pas séparés. Et donc, tout le monde vient voir ce que les autres font tout le temps. On est les uns à côté des autres. Et c'est comme ça que je crois que ça a germé d'une manière organique et naturelle chez nous. D'ailleurs, vous le documentez, hein, ça je crois. Alors, je connais plus le nom de la réunion, mais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tout le monde se réunit effectivement pour partager son travail. Oui. Je sais plus quel est le nom, mais ça fait partie effectivement des méthodologies intéressantes. Alors, pas le sujet là, hein, sur comment manager une agence, mais je trouvais que c'était intéressant que vous l'ayez documenté en plus. Je trouvais ça assez marrant. Il y a une campagne que vous avez menée qui est hyper intéressante. Je voudrais que tu nous en parles sur une campagne pour la Monnaie, qui est un lieu iconique à Bruxelles ou à côté de Bruxelles. Oui. Je voudrais que tu nous en parles de ce lieu et puis que tu nous racontes un peu la genèse de ce projet parce que vous avez utilisé l'IA Oui. pour réaliser cette campagne.
Alors, d'abord, c'est des conditions très particulières parce que la Monnaie, c'est un opéra, et c'est un grand opéra qui est au centre de Bruxelles et qui est un opéra de niveau mondial. Mais ce qui est extraordinaire avec ce client-là, c'est qu'on l'a depuis 17 ans. Et en fait, on a un rapport et une relation très créative. Ce sont des gens qui comprennent la dimension créative. Et en fait, depuis toutes les années, sur ce projet, on invitait des artistes, des DA, des photographes et tout ça pour créer les campagnes de saison. Et en fait, il y a 2 ans, c'était un petit peu l'arrivée de Dall-E, Midjourney et tout, mais encore dans des versions assez cata, avec des Mm. résultats pas toujours très heureux. Et en fait, ce qu'on a proposé, c'est de faire toute la campagne en EA, mais en fait, en leur donnant, c'était de poser la question de l'artiste et du designer dans la société d'aujourd'hui, c'était de dire, ce n'est pas nous qui allons décider, ce n'est pas un artiste qui va décider, c'est l'IA qui va décider de l'output qu'on va mettre dans la rue et en ligne dans cette campagne. Et donc, on a le thème, et pourquoi on a fait ça, c'est parce que le thème de la saison, c'était le destin. Et donc, on a fait cette campagne dans les rues de Bruxelles il y avait juste une phrase dans tout Bruxelles en anglais qui était There will be fate. Et donc, c'était la question de qu'est-ce qu'on va devenir en fait. Comme le thème de la saison était aussi très noir et très chargé par tout ce qui se passait en Ukraine et tout ça, avec le directeur, on voulait avoir un résultat qui soit volontairement dérangeant. Et donc, on a utilisé l'outil de l'AI, le client l'a utilisé, c'est pas celle-là que tu montres là, Ah, c'est pas mais celle-là? non, c'est pas celle-là, je vais arriver à Ah celle-là. bah voilà, fantastique. C'est pas grave. Et donc, ce qui Excuse-moi, je s'est pensais. passé, c'est qu'on voulait même des résultats, les résultats, j'ai envie de dire, non contrôlés de ce que l'IA nous donnait, des personnages à 6 mains, des visages déformés. On était très intéressés par ce côté creepy. Et c'est ça qui a donné toutes les campagnes d'affichage après qui ont suivi sur tous les spectacles étaient faits comme ça. Mm. Oui, Et parce qu'on se souvient avec Midjourney, effectivement, pour ceux qui n'ont pas eu trop utilisé Midjourney, quand tu générais un personnage, très souvent il y avait 6 doigts, ou il y en avait quatre, ou effectivement il y avait deux, trois repères visuels qui nous permettaient de savoir si c'était une image générée par une IA ou pas. Et donc ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vous avez joué avec ouais, ces accidents-là pour travailler la créativité et la campagne. exactement. On était intéressés plus par les accidents qu'une certaine idée de perfection. Et surtout, on était obsédés par l'idée de ne pas contrôler l'output, puisque c'était eux-mêmes. Et donc, ça, c'était aussi la piste, c'était qu'ils contrôlaient le premier prompt et puis ça évoluait comme ça. Ce qui a été très intéressant, c'est deux choses. C'est un client à qui j'ai dit, je crois que si on fait ça, on va être dans les news. Et on y a été complètement. On s'est retrouvé à la télé nationale, on s'est retrouvé, il y a eu des interviews partout, France Inter, ici à la télé, à la radio, ici partout. Et donc, ça a mis en fait la conversation, on était au centre de la conversation avec notre client. Et surtout un client qu'on associe plutôt à un art du passé qui est l'opéra. Donc Hmm. là, on a un peu fait une pierre deux coups, quoi. Alors, Ok. ce que tu viens de montrer juste là, c'était la deuxième phase de la campagne qui était cette année-ci, où, vu qu'on avait laissé l'IA décider l'année passée, ben on a appelé un jeune artiste AI cette année. Et on a dit, voilà, maintenant, l'humain reprend la main et on va faire une campagne Alors qui, je la montre du coup. voilà, qui a été faite en mid-journée avec plein d'autres adaptations. Et c'est l'idée d'un poster infini. Donc, en fait, on passe à travers toutes les productions. Et évidemment, tout est créé ici en intelligence artificielle. Ouais, c'est hyper impressionnant. Et effectivement, ça, c'est une narration qu'on voit beaucoup. Moi, je trouve toujours très impressionnante, qu'on a vu apparaître avec l'arrivée de Procreate sur les iPads, où effectivement, il y a une capacité de zoom qui est tellement forte que du coup, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, et en fait, tout d'un coup, on va se porter sur un détail qui va nous ouvrir un nouveau tableau. C'est Exactement. intéressant d'avoir joué là-dessus, effectivement, avec l'IA. Il y a un autre Merci, point peut-être, Ouais. Romain, qui est important à écrire aussi dans le process, c'est que d'habitude, on crée tous les médias de manière différente, de manière séparée, les affiches, les posts, les films. Et ici, en fait, le cœur de tout était le film, et les affiches sont tirées du film. Et là aussi, le print même est tiré du film grâce à l'IA, puisqu'on peut extrapoler tout ce qu'on veut à partir de ces images. Il y a des Ah, très c'est beaux hyper passages, intéressant. c'est assez impressionnant les résultats qu'on a pu apporter. Voilà. Bon, on vous laissera découvrir sur le site de Base Design, parce que vous avez effectivement documenté tout ça sur les use cases. Parfait. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir partagé ce premier use case qui effectivement nous démontre comment est-ce qu'avec l'IA, soit on peut jouer avec les accidents,
soit effectivement on peut travailler avec des gens qui sont experts IA, qui peuvent travailler l'IA, qui peuvent travailler les prompts. Et on sait qu'aujourd'hui avec Midjourney, on a beaucoup de capacités de retouche, de retravail qu'on peut retrouver sur un Photoshop, effectivement, et qu'il y a beaucoup d'outils qui se développent. Merci Thierry pour ce premier use case. Je vais me diriger maintenant vers Mathieu. Mathieu, chez Brainsonic, c'est intéressant quand on a préparé, tu as dit, bon, moi je veux pas parler de use case parce que finalement je parle que de ça. Donc finalement, allez sur le site brainsonic.ai et vous aurez plein de use cases. Et effectivement, ce que je trouve intéressant, on s'est mis d'accord là-dessus, il y a une question qui est effectivement passionnante, qui est de dire, et Thierry en parle un tout petit peu, comment est-ce que l'IA est arrivée au sein de Brainsonic et comment est-ce que toi, tu as réussi à porter ce flambeau, à porter cette transformation? On sait que finalement, là, c'est plus un problème de technologie, c'est un problème d'humain, de transformation, ce qui est logique, des réticences, des freins. Comment toi, tu as réussi au sein de Brainsonic à faire pivoter cette agence et à aller assez vite sur ce sujet d'IA, parce que vous avez fait partie des agences qui a très vite popé, je dirais, comme étant assez spécialiste du sujet. Ouais, alors déjà, merci de m'accueillir là. En fait, souvent les gens voient a posteriori, ils disent, c'est vachement bien, c'est vachement intelligent, ils sont trop forts. En fait, la réalité, c'est qu'on s'y est mis un peu par hasard et que finalement, on a creusé du hasard. Donc, c'est là où finalement je veux dire, le tour de force s'est fait, c'est qu'on aurait pu mettre le truc de côté et on s'est juste dit qu'on allait un peu creuser. À la base, ça s'est vraiment fait par hasard. C'est que, pour faire la genèse, à l'été 2022, vers septembre, début septembre, je zonais sur Twitter à une réunion où je n'avais pas lieu d'être. Puis un mec écrit j'ai fait des visuels en IA, c'est trop cool. Et alors aujourd'hui, ça a du sens. Il y a 2 ans, c'était pas très clair. Et donc, il fait des visuels et je me dis tiens, c'est marrant. Et donc, je comprenais pas ce qu'il racontait. Donc, comme j'avais du temps devant moi parce que je servais à rien à la réunion, j'ai digué un peu ce truc-là et je commençais à voir des noms comme Midjourney, je connais pas, l'IA générative, c'était pas clair, les modèles de diffusion, c'était pas clair. Et donc, je fais de la spéléologie, quoi. Je mets ma lampe frontale. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce terme? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Donc, je découvre. C'est le gars qui découvre la cave de Picsou chez lui, tu vois. Il dit, c'est fou, en fait, il y a un truc que c'est incroyable. Ah, Mathieu, est-ce que nous avons perdu Mathieu? C'est possible, c'est très possible. Alors attendez, est-ce que Mathieu va revenir? Déjà, je trouvais que sa qualité de webcam était déjà un peu limite. Je me suis dit, tiens, bon, c'est pas grave, Mathieu va revenir. Du coup, je vais passer à Amandine. Écoute, Yes. c'est le problème du direct. Ce qui était intéressant chez vous, c'est que, je le disais, donc Arthur Sedoun a vraiment fait une prise de parole qui était extrêmement impactante sur le sujet, et de se dire qu'il y avait effectivement... Ah, Mathieu est de retour. Mathieu est de retour. Une coupure de réseau. Ah, Mathieu est là. Alors Mathieu, tu étais en train de dire que tu étais en train de découvrir l'IA. Ouais, donc du coup, je découvrais par ça hasard. par hasard. Et j'ai installé donc Midjourney un peu par hasard. Je tape des choses, j'obtiens des résultats qui sont fous. Et puis, je voyais quand même des mecs sur Twitter faire des trucs mieux que moi. Et du coup, comme je suis de nature un peu obsessionnelle, pardon, j'ai commencé à comprendre pourquoi eux faisaient des trucs mieux que moi. Donc, j'ai commencé à découvrir des mecs qui faisaient des prompts. Et donc, c'était un vendredi. J'ai fait ça tout le week-end, mais vraiment tout le week-end. J'ai pas dormi du week-end. J'ai généré comme un fou. J'avais commencé à comprendre un peu les IA génératives de langage, etc. Et on est arrivé quand même le lundi à l'agence en disant, en fait, j'ai trouvé un truc. En fait, c'est fou. Je tape des choses, ça me génère du texte avec des modèles de langage qui n'étaient pas de ChatGPT et d'autres. Je fais la même chose avec de l'image. Il y a d'autres modèles qui faisaient autre chose. Et j'ai regardé où ils en étaient il y a 1 an, quels étaient les investissements qu'avaient fait ces boîtes, et éventuellement les levées de fonds. Et en fait, on a eu une idée quand même de trajectoire balistique c'était là il y a 1 an, je prends le truc, ça en est là, personne n'en parle et ils ont investi. Donc globalement, ça va quand même faire ça. Il faut qu'on prenne ce sujet. Et donc, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, en fait, il n'y a personne en France, c'est pas très clair, les gens comprennent rien, il y a vite de la techno, dès qu'il y a de la tech, en fait, on perd les gens. En fait, c'est soit des techos qui parlent aux techos, mais en fait, il n'y a pas de trait d'union. Et on s'est mis sur ce créneau-là à faire de la pédagogie pour nos clients, à expliquer ce qui allait arriver, etc. Et à commencer à breaker des projets chez nous en disant, on va essayer de faire des choses en IA. On faisait les projets de manière traditionnelle et on a essayé d'injecter de l'IA. Et donc, ça nous a commencé à... C'est pour ça que les gens n'ont pas eu peur chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, on les a pris dès le départ. On a vraiment fait de l'essai et on a appris par empirisme. Et du coup, hasard du calendrier, mais comme on avait pris le truc, on a fait la campagne pour Becherel qui est sortie la même semaine que ChatGPT. Alors, on ne savait pas que ChatGPT allait sortir, mais il s'avère que c'est tombé. Alors, c'est peut-être pas la même semaine, mais c'est la même dizaine de jours. Donc, non seulement vous avez un buzz mondial sur ChatGPT, et nous, on arrive avec une campagne qui parle de l'IA,
dans le bon timing. Et c'était bon annonceur, bon timing, bonne conception. Bref, énorme succès de la campagne Becherel. Et les gens se disent, ils parlent de l'IA, il y a ChatGPT, ils voient mon LinkedIn, voient que je commençais à parler des choses. Et en fait, la mécanique est venue comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fait de com, c'est juste que on avait écrit des trucs au moment où tout le monde s'est intéressé. Et comme je m'étais mis sur un positionnement un peu de pédagogie, les gens se sont dit, en fait, il a l'air à peu près de savoir de quoi il cause, alors qu'en fait, c'était vraiment de l'apprentissage en auto-formation. Du coup, après, on est venu pour nous faire des formations, de la structuration, et du coup, venir faire des projets dans une phase d'expérimentation. Donc, ça a été vraiment une adaptation par réactivité du besoin des clients qu'on a structuré. Avec plus la chance d'avoir communiqué un peu plus tôt que les autres, entre guillemets, et du coup d'avoir capté un peu d'attention et un peu de besoin. Et après, ça nous a financé une grosse partie de ce qu'on faisait. Et du coup, on a réinjecté ça en R&D et ça a fait l'amorce de la boule de, ça a fait la boule de neige. Et comment ça arrive? On va regarder du coup quelques campagnes, hein. C'est un showreel que vous avez diffusé sur. Ouais. Alors je mets pas le son encore une fois pour qu'on s'entende mieux, mais je vous invite à aller sur brainsonic.ai. Comment est-ce que vous arrivez à onboarder les clients sur des sujets IA? Thierry nous disait que c'était à un moment donné une forme de corrélation entre une envie éditoriale du directeur créatif de l'Opéra qui tout d'un coup était forme de créer un lien avec ces nouveaux sujets. Comment toi, sur cette diversité de clients, parce que là on voit qu'il y en a quand même pas mal, vous arrivez à les embarquer? Alors, il y a un facteur aussi, c'est que comme en fait, on a pris le sujet un peu plus tôt et qu'on a été un peu visible, en fait, des clients viennent nous voir. Donc, en fait, on n'est pas dans une posture de réactivité sur l'IA où c'est le client qui nous demande. Donc, en fait, on vient nous chercher pour ça. Et comme on fait plein d'expérimentations, il y a aussi plein de clients qui trouvent simplement que ce qu'on partage, même si c'est du craft, c'est hyper cool. Et eux viennent nous voir après qu'il y a un besoin qu'ils ont rematuré. Comment nous, on a poussé les premiers projets? Il n'y a pas de mystère. Les tout premiers projets, et ça, je peux le dire maintenant, en fait, on les a pushés, je vais dire, quasiment un peu de manière gratuite. On dit, on voudrait faire ça en IA, est-ce que vous êtes OK? En fait, c'est de la R&D. On ne sait pas trop si on va aboutir sur un truc. Si on y aboutit, la seule échange qu'on vous demande, c'est vous le prenez et vous le publiez en tant que client. Il n'y avait pas d'échange de business au début parce qu'en fait, on tentait des trucs, mais on ne savait pas du tout si, c'était possible. Et il y a des projets pour des gros annonceurs où on n'a pas réussi à les faire. Mais en fait, ce n'est pas grave. Ça nous a permis de progresser. C'est plus la même chose aujourd'hui parce que du coup, on est monté en compétence sur quand même pas mal de techno. Et du coup, maintenant, on fait des projets vraiment qui répondent à des besoins en business. Donc là, maintenant, nous, on est en proactif. En fait, ce truc-là qu'on ne pouvait pas faire, maintenant, on peut le faire. Et après, l'approche que l'on a eue, c'est d'avoir une approche qui est très holistique. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on va faire les modèles de langage ou on va faire de la créa. On s'est dit on va prendre le sujet IA dans sa globalité. On va tout tester. Donc, bien sûr, tous les modèles de langage, le son, l'image, la 3D, la vidéo, tout ce qui va... Et puis des modèles qui sont un peu plus spécifiques pour des besoins précis. En fait, on a tout testé pour réemployer ça après sur la base de nos tests dans nos projets concrets. Parce que ce qui est intéressant effectivement avec l'IA, c'est qu'il y a des modèles de langage qui sont aujourd'hui de plus en plus spécifiques. Tu parlais effectivement du son, de la vidéo, de la 3D. Et ce qui était intéressant, ce que tu me partageais quand on préparait l'émission, c'est que vous avez effectivement construit une core team au sein de Brainsonic qui réfléchit à l'IA. Et puis ensuite, peut-être que je vais te la poser sous forme de question, on va se rejouer le truc. Mais comment vous faites pour faire ruisseler un peu effectivement cette innovation? Parce qu'on sait que parfois dans les boîtes, tu as un directeur inno qui est au centre et puis en fait, tout se passe à l'intérieur et puis ça ne ruisselle pas forcément au sein des équipes. Alors, la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt un communicant, mais à la base, je viens de la tech. Donc, je chef de projet technique, développeur. Donc, il y a un côté, je peux mettre les mains dans les trucs un peu compliqués que j'ai toujours gardé. Le fait que je sois DG dit, bon, maintenant, on y va, c'est fait que du coup, c'est pas popé par une équipe opérationnelle, ça peut remonter. C'est devenu, il y a 2 ans, un enjeu stratégique pour la boîte. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai structuré tout seul au départ un peu toutes les formations. Je jouais. Forcément, au bout d'un moment, vous êtes un peu tout seul et puis à un moment, ça prend, donc il y a un peu plus de gens. Donc là, c'est qui sont les gars et les filles un peu névrosés qui sont capables d'aller allouer du temps perso, parce qu'à un moment, il ne faut pas se mentir, ça se fait aussi beaucoup sur du temps perso, et on descend la veille tous les jours. Et en fait, le but de cette équipe-là, donc on est 5-6, c'est de voir les innos, les tester très rapidement et vendre des projets très rapidement avec. Donc vraiment, on teste, on trouve une idée, on pitch un client, on revend et on finance. Une fois que c'est vendu, ça nous fait un use case. Et le use case, après, il permet d'attirer d'autres clients. Ensuite, on a une autre équipe qui sont les responsables
par business unit, métier, donc en conseil, en social, en prod vidéo, en tout ce que l'on veut, qui sont les gens passionnés par l'IA, pareil, qui passent du temps perso, qui montent en compétences. Et ensuite, vous avez les équipes projets qui, eux, utilisent l'IA parce qu'on leur a dit que c'était des outils, ils ont les licences. Mais vous avez vraiment un effet pyramidal d'une équipe hyper au taquet, puis ensuite des gens qui sont spécialisés sur des sujets, puis ensuite tous les collaborateurs qu'on a formés. Ça permet d'aller chercher de la scalabilité quand on a besoin de faire plein de projets en parallèle en ce moment, ce qui est le cas. Mathieu, je peux te poser une bien question. Sûr, vas-y Thierry. Est-ce que tu as donc, et vous avez l'intention de vous positionner comme véritablement l'agence spécialisée en AI? C'est vraiment ça va être votre différenciant, votre manière de vous différencier, pardon? Alors, je sais pas. Aujourd'hui, on est très GenAI friendly. En fait, pour moi, c'est pareil que les agences qui se sont mis au digital. Au début, il y avait des spin-offs de maintenant on fait du digital. Bon, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, il y a un besoin de compréhension, d'implémentation. Donc, bien sûr, nous, on pop Brainsonic AI, parce qu'il y a un besoin de faire de la pédagogie. C'est le vrai sujet, c'est de faire comprendre qu'on peut faire des trucs assez cool et qu'il y a des usages qui n'étaient pas possibles il y a 6 mois qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, il y a un besoin de popper. En fait, ce qui va se passer demain, c'est qu'il va y avoir des use cases, les écoles vont commencer à former des gens, donc très rapidement, ça va se normaliser. Et à ce jeu-là, c'est qui a le plus de refs rapidement pour aller chercher du business. Donc, je ne pense pas que l'IA générative va devenir une spécialité dans le fond. C'est comme le digital, ça devient une normalité. Aujourd'hui, en revanche, c'est un trigger business qui est intéressant, notamment pour des annonceurs qui disent, en fait, non seulement ils utilisent les outils, mais en fait, ils ont compris intrinsèquement ce qui était en train de se passer. Parce que ce n'est pas juste Midjourney ou ChatGPT. En fait, c'est qu'il y a un changement de la manière de faire, non pas juste verticalement un métier, mais potentiellement un système complet. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue compétitivité parce que c'est un trigger qui peut décaler complètement ou sur un sujet, vous avez plein d'agences, tout le monde a des super équipes. Donc, globalement, après, le choix se fait, on a préféré un peu cette piste créa ou on a eu un meilleur fit avec les équipes, mais ça se joue sur 4-5%. L'IA aujourd'hui, c'est un trigger qui nous sort complètement de l'analyse rationnelle de comparaison pour dire, en fait, OK, ils ont compris et du coup, l'approche fondamentale des briefs n'est même plus la même. Et ça, on le voit. Alors, ça ne va pas durer, parce qu'en fait, ça va se répliquer. Il va y avoir des moves entre agences. Donc tout le monde... Mais globalement, aujourd'hui, c'est un avantage assez intéressant sur des dossiers d'appel d'offres. On a une question de Bénédicte qui nous dit « Bonjour, en termes de coûts financiers, est-ce que l'utilisation de l'IA dans la réalisation des campagnes publicitaires et autres contenus de marque permet de réduire le budget ou le coût reste toujours élevé ?» Alors j'aime bien le coût reste toujours élevé, 10 ans, là, les agences, là, vous êtes quand même chers, les gars. Alors Merci, en fait, c'est toujours la question de est-ce que du coup maintenant vous vendez moins cher? En fait, je pense que la question, elle n'est pas. En fait, c'est pas ça la question à poser. Par exemple, la campagne Peugeot qu'on verra peut-être, en fait, c'est simplement une campagne que l'on n'aurait pas pu faire dans les contraintes budgétaires du client. Donc, en fait, on aurait fait autre chose. Donc, c'est-à-dire que le budget, on ne l'a pas divisé par 50, c'est juste qu'on a fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, parce que trop complexe, parce que processus, parce que machin. Donc, en fait, ça ouvre plutôt un champ créatif qui n'était pas possible avant pour des contraintes de temps et de budget et de complexité, parce qu'il fallait plein de gens, donc du sous, donc du temps, machin. Aujourd'hui, en fait, avec l'IA, on joue sur le temps et on joue sur la complexité technique. Donc, si on joue sur ces deux facteurs-là, en fait, vous réduisez potentiellement le nombre de bonhommes pour faire quelque chose. Si vous réduisez le nombre de bonhommes pour faire quelque chose et de temps, vous réduisez mécaniquement des budgets ou vous faites des trucs plus spectaculaires à budget équivalent. Donc ça, c'est le global de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plus et mieux à budget équivalent. Est-ce que ça va induire le fait de réduire des budgets demain? Très probablement, oui. On le voit bien sur des shootings. L'argument clé, c'est cool parce qu'il y a plus d'inclusivité, parce qu'on a plein de mannequins. Bon, à la fin, c'est oui, c'est sûr, mais ce qui est rarement dit, c'est ça baisse les coûts de prod. Enfin, il faut être aussi clair là-dessus. Donc, bien sûr, mais ce n'est pas que les coûts de prod. C'est pas tout est moins cher. Et puis, quiconque fait de l'IA se rend compte que c'est pas non plus j'appuie sur un bouton, ça marche. En fait, c'est du taf. C'est juste que vous avez besoin de moins de gens pour faire un taf complexe. Et donc, c'est potentiellement plus rapide. Donc, et puis, tu le disais, Mathieu, aussi, tu le disais, toi, très vite, c'est beaucoup de temps, en fait. On se rend pas compte, mais l'IA, c'est un sujet qui bouge tous les 4 matins, voire tous les 2 matins. On pourrait renouveler cette expression. Donc, c'est beaucoup de temps, de veille, de regarder, de lire des trucs. Il y a 80% que finalement on a déjà lu d'une manière ou d'une autre. Donc bon bref, donc c'est aussi
une perdition de temps. Je vais juste passer à Amandine, du coup, qui a pas encore pris la parole. Amandine, parce que du coup, alors, c'est pas grave, on va déconstruire un peu l'émission, mais c'est très bien Yes. aussi. Il y a une prise de parole qui a été très forte d'Arthur Seydoun sur ce sujet, effectivement, de est-ce qu'on réduit les coûts ou est-ce que on fait monter en compétence les équipes Et ça, je voudrais que tu nous en parles. Et puis, la deuxième question que j'ai, c'est effectivement, alors j'en parle un tout petit peu pour la déconnexion de Mathieu, c'est Arthur Seydoun qui a dit qu'ils allaient mettre sur la table chez Publicis 300 millions d'ici à 3 ans. Euh, Il y a quoi dans ces 300 millions? Alors, évidemment, tu ne peux pas tout nous dire, mais globalement, qu'est-ce que vous faites chez Publicis? Il y a toute une question autour de Core AI, je voudrais que tu nous en parles. Bref, Yes. que se passe-t-il chez Publicis? Que se passe-t-il? Ouais, alors déjà, juste dire à Mathieu, gros coup de cœur pour la campagne Becherel. C'était un des exemples que je citais au début avec le jeu de mots. Franchement, en tant que planestrat, c'était parfait. Ouais, donc chez Publicis, c'est vrai que nous, notre vision, c'est effectivement pas parler forcément de gains financiers, mais plutôt de gains de productivité. Et Mathieu l'a très bien dit, c'est de faire des campagnes différemment et c'est de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. En fait, ça, c'est vraiment la vision de Publicis là-dessus, du groupe. C'est vrai que chez Publicis Group, on a des agences création, production, médias, event. Donc, on couvre à peu près tous les métiers de la com. Et en fait, on voit comment l'IA est implémentée dans tous ces métiers-là. Et justement, en janvier 2024, donc Arthur Sadoun a annoncé la création de Core AI. Et donc Core AI, c'est vraiment une plateforme, une interface qui va être mise à disposition de tous les salariés, de tous les talents Publicis dans le monde pour vraiment créer de l'intelligence collective. Et c'est vraiment en fait développer l'ingéniosité humaine grâce à l'IA, parce qu'en fait, on n'a pas attendu nous l'apparition de ChatGPT pour travailler avec l'IA chez Publicis. Et notamment dans le média, c'était de l'IA prédictive, elle n'est pas forcément visible, mais c'est ce qui permet d'améliorer les campagnes digitales, etc. On a d'ailleurs créé des outils propriétaires chez Publicis. Et c'est vrai que sur Core AI, c'est là où les 300 millions vont être mis sur 3 ans. C'est vraiment une interface qui va mettre sur une même plateforme les data clients de manière sécurisée, bien sûr, sur des sandbox, etc. Créer en fait des synergies entre 5 piliers. Donc, il va y avoir le pilier Insight qui va être beaucoup utilisé par les teams conseils et les planners strat. Ensuite, on aura le pilier média. Donc, c'est comment on va pouvoir puiser les insights qu'on aura créés avant avec les audiences pour créer des plans médias personnalisés tout en conservant le reach. Et ensuite, on aura aussi un pilier création qui va venir s'ajouter. Donc, toujours aider de l'IA avec des systèmes de prompt, de chat, etc. pour que chaque talent puisse utiliser l'IA en fait à chaque moment de son métier. On aura aussi un pilier sur le software pour créer vraiment des solutions logicielles, des outils digitaux qui vont être adaptés, et puis une solution opération qui là, l'IA va venir en fait vraiment augmenter tout ce qu'on peut faire en opération, même juridique, financier, etc., compta du côté de Publicis. Donc vraiment 5 piliers avec une interface unique où vont être pluguées en fait toutes les datas. Parce qu'on sait qu'on a énormément de data à traiter et c'est aussi le pouvoir d'un gros groupe, c'est d'avoir les datas de l'agence, mais aussi les datas clients. Et puis, tu as un mot que tu as dit que je trouve très important, c'est la privacy, ou en tout cas la sécurisation des data. Parce Ouais, qu'effectivement, en tant qu'agence, je pense qu'on est tous dans le même bateau, ça qu'on signe des NDA très régulièrement. Et puis oui. après, les docs, on les met sur Google Drive, quoi. Et là, on se dit, C'est vrai y que a-t-il un sujet? Y a-t-il un, ou en fait, c'est vrai qu'on n'en Microsoft, a pas beaucoup parlé depuis le début. C'est vrai que le côté juridique, nous, on l'a pris très tôt, puisque déjà sur l'utilisation des IA génératives, c'est-à-dire que nous, tout de suite, on a dit à nos talents, n'allez pas sur ChatGPT public. Donc, on a Hmm. tout de suite mis une sandbox avec accès à des outils d'IA générative comme DALL-E, ChatGPT, etc., Bria, de manière sécurisée pour pas qu'il y ait des informations confidentielles qui se retrouvent sur les internets. Et puis, en fait, chaque campagne qui sort, que ce soit de chez Marcel, de chez Razorfish ou même nous, par rapport à nos outils propriétaires chez Publicis Media, en fait, le juridique repasse à chaque fois pour dire si la manière dont on a d'utiliser l'IA est conforme. Mais en fait, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que disaient déjà Thierry et Mathieu, c'est que comme ça évolue tout le temps, c'est vrai qu'on est tout le temps obligé de mettre à jour un peu aussi notre juridique et de faire très attention en termes de légalité. Hmm. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on parle beaucoup des IA génératives, ou en tout cas vraiment des outils que l'on utilise au quotidien. La vraie question, et c'est ça que je trouve intéressant chez Publicis, et L'Oréal a posé cette même question d'ailleurs, qui était de dire, si finalement on part tous de la même base de données, qui est une base de données OpenAI, en fait, derrière, on va tous avoir un peu les mêmes résultats. Alors, une question de prompt, une question d'affinage, et donc je trouve ça intéressant la question de
quelles sont la database de départ sur laquelle on va se poser pour pouvoir créer. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce type d'outils et de pouvoir effectivement en interne. Mais ça nécessite d'avoir pris le sujet de la data assez tôt et de pas avoir une espèce de dette technologique sur ce sujet qu'on a mis de côté. Mathieu, tu le disais, hein, toi qui es tech, parfois il y a des sujets où Amandine qui est pas très sexy parce que c'est de la tech pure. Mais tout d'un coup, quand cette tech pure, on en fait un truc génial, bah, tout d'un coup, on se réintéresse à la tech en disant mince, là, on n'était pas très bon. Mais moi, je Finalement, voudrais rebondir ouais, sur ça, bah justement. parfait, parce C'est que j'allais te poser une question, Thierry. c'est Alors, vas-y. c'est que je crois que peut-être pour encore beaucoup d'agences créatives, l'AI est vu comme une série d'outils qu'on va utiliser pour créer des images qu'on ne saurait pas faire autrement ou quoi. Voilà, on vient d'en parler. Moi, ce que j'ai senti comme changement assez radical dans mon agence, on a un département digital avec des gens très pointus, très forts, et en fait, c'est pas seulement créer avec les AI, c'est créer sans cesse des nouvelles AI. C'est ça qui est intéressant, c'est que, je vais donner un exemple, on a travaillé pour un gros bureau d'archi, et on a créé le design, on crée la nouvelle identité, et se pose la question de leur banque d'images. Ils avaient des centaines de milliers d'images, et la question c'était comment la nouvelle identité et le nouveau website allaient utiliser toutes ces images. Ils avaient prévu de mettre 3 personnes pendant 4 mois dessus. Eh bien, on a créé une AI qui reconnaît le type d'image, qui sait dire cette image, il y a du bois, cette image, c'est un restaurant, cette image, c'est un restaurant avec du bois dedans. Et donc, ils vont économiser 3 personnes pendant 4 mois, ça va être fait en 1 mois. Et en plus, ça va leur permettre de reclasser toutes les images d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, vous imaginez que cette réunion-là, je suis une agence qui apporte une vraie solution en ce moment-là. À moi, de nouveau, c'est Pierre, le gars qui est avec moi, qui dit non, mais là, on a une solution pour vous. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant sans cesse avec des nouvelles idées d'AI qui vont nous aider à créer. Une autre sur laquelle on est en train de travailler, qui n'est pas encore en place, c'est on crée une AI qui va nous aider à faire nos moodboards de création. Et donc, ça, c'est dément, en fait. On va pouvoir presque se libérer de Google, de Pinterest, de tout ce bazar-là qu'on utilise tous les jours encore dans les agences de design. Et on va tenter de se construire nos nouveaux outils nous-mêmes. Et ça, c'est très excitant pour les équipes. Et c'est là aussi où les équipes de créa traditionnels, les designers et tout, et les techs se mettent ensemble en proposant des nouveaux outils tous les jours. Et ça, je trouve assez intéressant. Et ça donne beaucoup de dynamique à l'interne, en tout cas. Est-ce que ça veut dire, question pour vous trois, que finalement dans des agences créa ou médias, ou peut-être qu'en médias vous l'aviez un peu plus, mais est-ce que des profils de data scientist qui n'étaient pas forcément des profils que vous auriez pu recruter, vous allez les recruter justement par cet enjeu de construire vos outils, parce que si vous utilisez les mêmes outils que tout le monde, comme tu disais Mathieu, finalement 3 agences qui se présentent sur un appel d'offres, ils vont plus ou moins avoir les mêmes résultats. Et moi d'ailleurs, je fais attention quand je réponds à des appels d'offres, parce que je me dis, le client a sans doute déjà checké sur OpenAI les questions, enfin sur ChatGPT les questions possibles, et on va voir ensuite dans la réponse aux appels d'offres si les mecs ont copié-collé ou ils ont été un peu malins. Est-ce que ce profil de data scientist qui va travailler cette data pour en faire un exercice créatif, je sais pas, Mathieu, tu as l'air vouloir répondre à cette question. En fait, des data scientists, en fait, il y a 2 sujets. À un moment, pour faire des choses, il faut quand même des devs. Donc, il y a un sujet d'avoir des devs. Ça, c'est quand même un point aujourd'hui. Alors, on peut dire oui, on peut tout faire en fonctionnel. Il y a des gens qui font des assistants IA en fonctionnel et on a aussi des ingé IA parce que ce n'est pas exactement le même métier quand même. Donc, ça, c'est quand même un besoin qui va émerger. Et je pense que ça va faire un split entre les boîtes qui auront compris ce besoin-là et les autres. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on fait une analogie avec la Formule 1, en Formule 1, vous avez des super pilotes et vous avez des constructeurs de voitures qui ne font pas les mêmes voitures. Donc, vous pouvez avoir le super pilote dans une voiture pas terrible, il ne va quand même pas gagner. Et vous avez des courses aux États-Unis où, par contre, toutes les voitures sont les mêmes. Et en fait, c'est que le pilote qui fait la différence. On a des outils aujourd'hui qui sont des Ferrari. Enfin, objectivement, on peut faire des trucs qui sont impensables. Donc, quand tout le monde a un truc qui est incroyable, bah, c'est toujours le talent qui fait la différence. En fait, c'est parce que tout le monde part avec la même... Donc, à la fin, c'est quand même ça qui va faire la différence. Et par contre, je pense que d'une certaine manière, ça rééquilibre aussi un peu le jeu, où vous aviez des dépenses de budget de grosses boîtes qui pouvaient faire des trucs parce qu'ils avaient plus de moyens. Et aujourd'hui, parce que des gens sous contrainte ont des choses qui sont très puissantes et qui, parce qu'ils sont sous contrainte, peuvent être plus malins, peuvent rivaliser avec, effectivement. Et je ne parle pas que des agents, je parle aussi des annonceurs, voire des startups
c'est Sam Altman, alors il exagère toujours un peu, hein, notre ami Sam, mais qui disait demain il y aura une boîte qui vaudra 1 milliard et il y aura un seul mec dans la boîte. Mm. Sans aller jusque-là, il y a un peu de vrai, je pense, quand même, là. Et l'autre point sur le sujet de construire ses propres outils, ça va être valable, je pense, chez les annonceurs. Ça va être surtout valable chez les agents, ça va être surtout valable chez les annonceurs, où moi, je pense qu'il va y avoir la suite logique de tout ça, ça va être d'avoir des IA soit splittées par métier chez l'annonceur, mais une sorte de grosse IA qu'on pourrait appeler pour l'instant une sorte de language model, qui va être une IA qui va contenir les actifs en fait, qui fait la marque. Ça peut être une voix IA, ça peut être les assets de marque, ça peut être les assets de marketing, ça peut être le tone of voice. Et en fait, les collaborateurs vont utiliser cette IA pour produire des choses aujourd'hui déléguées d'ailleurs à d'autres, mais qui vont pouvoir utiliser avec les IA. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour les marques, c'est déjà de penser ça, ce qui n'est pas simple. Ensuite, de savoir comment on fait ce genre de choses, en tout cas, c'est quoi la vision cible, et ça passe par structurer la donnée. Donc là, si votre donnée, elle est explosée partout, en fait, on peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut, on aura quand même du mal. Et ensuite, une partie du rôle des agences et des prestataires sera aussi de faire des choses, mais aussi de faire des choses avec la matière pour entraîner l'IA dans une optique de réplicabilité par l'annonceur. Donc, il va y avoir des moves qui vont s'opérer, mais ça passe quand même par avoir une vision cible relativement long-termiste et d'avoir de la donnée structurée. Ce qui sont globalement deux choses qui ne sont pas forcément évidentes à avoir aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de peur. Et donc, avoir une vision à 5 ans, commencer à faire des trucs maintenant pour nourrir un modèle dont on sait que ce sera efficace dans 5 ans, c'est essentiel d'avoir cette vision-là en tête. Donc, en fait, c'est essentiel d'avoir le temps long en tête dans un contexte où on fait quand même des sprints sur du temps court. Et là, je pense que ceux qui font les investissements tôt, qui comprennent ça maintenant, il y aura un vrai shift à 3, 4, 5 ans. Alors, il y a une question du coup de Mickaël qui dit « Bonjour, je comprends bien les effets positifs et enthousiasmants de l'IA qui sont particulièrement bien expliqués. Merci, c'est hyper concret et éclairant. Avez-vous constaté des aspects négatifs dans les usages quotidiens, dans la relation client, dans les aspects juridiques, dans les budgets, dans l'appauvrissement créatif par exemple ?» D'ailleurs, Thierry, ça faisait partie des questions que je voulais te poser tout à l'heure, de dire est-ce qu'un créatif aujourd'hui sans chat GPT reste un créatif? Évidemment, ma question est provoque à dessein, mais et du coup, ça fait lien avec la question de Mickaël. Quelles sont les externalités négatives de cet usage-là? Alors, effectivement, soit toi Thierry, soit Amandine, sur ces sujets-là. Ben, je crois vraiment, il faut pas avoir peur en fait. Les créatifs, ça reste des créatifs en fait. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qu'on discute beaucoup chez nous, c'est le côté hybride du futur de notre agence. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en full-on AI pour l'instant. On peut tout à fait sur un autre projet, c'est l'idée, c'est la création qui va continuer de l'idée, l'output qu'on va donner. Donc, on pousse sur certains projets l'AI à fond. Je rejoins tout à fait Mathieu sur cette question de comment est-ce que la marque va implémenter elle-même dans le futur. C'est sûr qu'on va vers là et nous, on est déjà aussi en train de travailler sur ça. Par exemple, nous, toute l'implémentation d'un guideline graphique, avant, c'était avec un guide graphique des personnes qui allaient implémenter et tout. Ça, dans un an, c'est fini tout ça. Donc il y a, là aussi, on travaille sur ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre, comme disaient Mathieu et Amandine, vraiment l'ouverture créative devient encore plus large. Donc, en fait, il y a une vraie émulation à l'interne. Pour l'instant, je n'ai pas saisi d'aspect négatif, en tout cas dans le processus créatif. Au contraire. Donc, à part certaines personnes qui se bloquent et qui disent « je ne veux pas toucher à ça », et il y en a, et c'est pas grave, hein, moi de nouveau, c'est comme au moment de l'arrivée de la photo numérique, il y en a qui ont dit « je continue en argentique » et ils continuent à faire des très bonnes photos, c'est pas… Mais donc, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une sacralisation de ça non plus, en tout cas chez nous, c'est de dire c'est le projet qui tire, c'est l'idée qui tire. Est-ce que l'AI peut nous aider? Est-ce que l'AI nous aide ou non? À nous de choisir, à la team créa de prendre la meilleure décision. Et je crois que rester hybride aussi, au moment où tout le monde va faire des images générées par AI et tout d'un coup repartir avec un crayon à faire une campagne comme ça, eh bien, ça sera peut-être pas mal aussi. Donc je crois que, en tout cas, il n'y a rien qui est du domaine du dogme, en tout cas chez nous. Chez toi, Amandine, chez Publicis. Ouais, de mon côté, c'est vrai que au niveau des aspects négatifs, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est en termes de juridique, faire très attention, en termes aussi d'utilisation des outils.
c'est de bien aussi former les gens et de laisser personne derrière par rapport à ça. Et puis, moi, je pense que c'est la relation vraiment client-agence où en fait, il faut effectivement, comment dire? Pour moi, alors il y a des métiers malheureusement qui vont disparaître. Donc, c'est comment on fait en sorte aussi de préserver les métiers, surtout dans les métiers de la prod, par exemple. Là, on en discutait beaucoup avec Prodigious, c'est comment on protège les RAFman, etc. Même les gens qui font les doublages. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de voix de synthèse grâce à l'IA avec des traductions automatiques dans plus de 80 langues. Donc, c'est comment on protège ces métiers-là. Donc, ça, c'est plutôt des aspects négatifs de disparition de certains métiers. C'est la création aussi d'autres, évidemment. Mais c'est comment on protège ça. Et puis, dans la relation agence-annonceur, c'est comment on protège aussi la valeur ajoutée qu'on peut apporter à notre client. Donc, si ça passe par la suppression de certaines personnes, comme le disait Thierry tout à l'heure, on n'a plus besoin de 3 personnes pour trier des images, mais juste d'une IA. C'est comment, en fait, on les accompagne sur la transformation technologique chez eux. Et nous, on a une équipe qui est chez Publicis qui s'appelle GenAI. Et donc, GenAI est là aussi pour mettre en place des produits IA pour nous, les collaborateurs, mais aussi en marque blanche pour nos clients. Et ça peut les accompagner, par exemple, sur l'indexation de leurs documents, sur les aider sur tout ce qui est brand guidelines, etc. chez eux. Et ça, on le fait déjà avec Yves Rocher, par exemple. On l'a mis en place aussi avec Orange. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont déjà faites par rapport à ça. Donc, je dirais qu'en négatif, c'est vraiment regarder le légal. Il y a aussi l'environnemental. C'est que quand on veut pousser l'IA générative auprès de nos collaborateurs, c'est de dire oui, mais attention, il faut une utilisation raisonnée. Il ne faut pas taper tout et n'importe quoi non plus avec l'IA générative. Donc, c'est comment ça peut accompagner, créer de la valeur ajoutée, mais sans en abuser non plus. Et moi, je ne pense pas qu'il y aura d'appauvrissement créatif. Et Mathieu l'a très bien dit, c'est qu'en fait, quand on est un bon pilote, on restera un bon pilote. On va juste céder des outils. C'est juste un accompagnement. C'est pas un remplacement. Ouais, pour compléter, je pense qu'il y a un sujet de l'ordre. Si on revient sur, alors c'est un peu cru ce que je veux dire, mais en fait, c'est quoi un métier? En fait, un métier, c'est une expertise qui répond à une problématique de quelqu'un et pour lequel il y a une transaction financière. Après, on s'épanouit dans nos métiers, évidemment. Mais à la fin, c'est ça. Ce qu'induit l'IA, d'une certaine manière, c'est qu'elle fait évoluer le besoin. Donc, en fait, il y avait des métiers qui répondaient à un besoin et en fait, le besoin, dans le temps, il évolue. C'est Donc, ça. si le besoin évolue, il va y avoir des métiers qui vont être impactés. Encore une fois, tout ça, si on prend un point de vue macro, en fait, le sujet, il est maintenant. Parce qu'en fait, les écoles envoyaient des gens sur le métier et puis après, les gens évoluent. Si demain, il y a moins de demandes, les écoles vont envoyer moins de monde dans des filières. Donc, en fait, le système va s'adapter aux besoins. Le sujet du doublage est un bon exemple. C'est-à-dire que moi qui adore le cinéma, tous les gens qui ont fait la pétition, je les adore, mais j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne vois aucune issue positive au maintien du métier de doublage. Et on peut dire que c'est dommage, mais il n'y aura pas d'issue positive, à moins de forcer une exception pour justifier de maintenir, mais ce sera que une soupape. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que est-ce que c'est plus logique que DiCaprio, il ait sa vraie voix en français, mais que ce soit contrôlé par les US et qu'il y aura la même timbre? En fait, oui, fondamentalement, oui, c'est plus logique. Ce sera plus simple, ce sera probablement moins cher et l'acteur à la source, il aura plus de royalties. Donc, en fait, il n'y a pas de logique économique à ce que ça se maintienne. Donc, c'est dur. Et tout le sujet après, c'est encore une fois la formation. Là, c'est très visible pour le doublage, mais globalement, il y a d'autres métiers qui peuvent être dans cette cas de figure. Et là, il y a un enjeu social. Pour ça qu'il y a un enjeu aussi avec Macron qui a 4 milliards, mais en fait, il y a un sujet de formation. Complètement. Il y a des métiers aujourd'hui qui répondent à des besoins. Le besoin va disparaître. Les gens ne vont pas se faire virer du jour au lendemain. On est en France, on n'est pas comme aux États-Unis. Mais par contre, il y aura moins d'embauches. Donc, il y a un moment des gens qui auront du mal à retrouver parce que simplement, le besoin aura évolué. Et les gens n'auront même pas eu le sentiment de mal faire ou de mettre de l'IA. Ils auront juste développé d'autres manières de faire et ils auront moins de besoins. Donc ça, c'est aussi, il faut juste le conscientiser, pas être en panique complète et essayer de dire non, il ne faut pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de raison pour laquelle ça n'arrive pas. Une fois qu'on s'est dit que ça allait arriver, comment fait-on pour accompagner les gens et ça passe par la pédagogie dans les collèges, auprès des parents, des professionnels. En fait, c'est tout le monde qui doit commencer à conscientiser ces outils. Tu parlais du sujet légal, du sujet comptable. C'est des choses qui vont bouger, mais drastiquement dans les 10 ans. Bien sûr. L'autre jour, je formais une agence sur même du planning stratégique. Je leur montrais des outils comme Waldo, par exemple. La démonstration live, la conclusion, c'est
c'est fou. En fait, j'avais besoin de 3 stagiaires pour faire ce que la machine a fait en live devant moi. Donc, par la démonstration, la personne comprenait que, elle était plus rapide, elle pouvait être autonome, et potentiellement, ces 3 stagiaires, ce n'était pas pour pas les prendre, mais pour les déplacer ailleurs, là où il y a demain, avec la machine, de la valeur ajoutée. Ouais, ça me fait penser, il y a un moment, quand ChatGPT a explosé, etc., la question était, vous êtes pour ou contre? Et en fait, alors qu'en fait, c'est même pas la question. Non. On se rend bien compte aujourd'hui, il n'y a pas de pour ou contre, il faut faire avec. Et ça va être, il faut laisser personne derrière. C'est ça, en fait, parfois, il y a un gros gap aussi qui se crée par rapport à ça, où il va falloir qu'on forme les gens. Sur la question de la formation, moi j'ai le bonheur de donner quelques cours dans des écoles justement de marketing, de com. Euh, Vous êtes face à un jeune étudiant qui va rentrer sur le monde du travail, dans le monde des agences, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. C'est quoi le conseil que vous lui donneriez? Mis à part un conseil qu'on dit depuis tout à l'heure qu'il faut tester, faut rentrer dedans. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses plus précises? Est-ce qu'il y a un mindset à développer? Est-ce qu'il y a un conseil, un truc qu'ils doivent garder en mémoire pendant leurs années d'études pour être à peu près prêts à rentrer dans vos agences dans 2-3 ans? Moi, ce que je leur dis, évidemment, c'est de conserver cette curiosité. Moi, je donne cours plutôt dans les écoles d'art et tout ça, mais c'est surtout de ne pas travailler seul. C'est vraiment de constituer très vite des équipes avec d'autres personnes. Donc, moi, je passe beaucoup de temps dans mes cours sur le travail en équipe, le travail créatif en équipe. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on sort des bons trucs et qu'on s'entoure d'autres personnes qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Je vais apprendre de lui ou de elle et elle va m'apprendre et moi, je vais lui apprendre ceci. Donc, pour moi, c'est une des clés, c'est cette combinaison de curiosité, de skills personnels, mais qui sont absolument à mettre en équipe tout de suite, très, très tôt, dès le début. Moi, c'est comme ça que je les oriente, en tout cas. Ok. De ton côté, peut-être Amandine? Moi, ce serait vraiment en fait, l'IA, elle permet de faire des choses de faire des choses plus rapidement, etc., dans nos métiers de tous les jours. C'est de comprendre encore la logique. C'est-à-dire que, par exemple, des juniors, nous, on se pose la question, là, comme le disait Mathieu, par rapport aux stagiaires, c'est comment on les place ailleurs. Mais c'est comment aussi on leur fait comprendre, en fait, la logique de ce qu'ils font. Si ça leur fait gagner du temps sur leur métier, en fait, ça n'empêche pas la réflexion. Et en fait, c'est comment on va les accompagner là-dessus, nous. Donc, moi, le conseil que j'aurais, c'est de continuer de se former en continu grâce à ce qui va être complètement présent dans les agences en termes de formation, mais aussi de leur côté. Et vraiment de faire les choses aussi en collectivité, comme le disait Thierry. Nous, on a une task force chez Publicis France. On est vraiment tous les corps de métier qui discutons presque de manière hebdomadaire pour justement dire quelles sont les évolutions là dans vos métiers, les best cases, comment vous avez répondu à certains clients, etc. pour mettre au service de l'intelligence collective tout ça et pour évoluer ensemble, parce que si on reste dans son coin, ça va pas le faire du tout. Il y a peut-être un point à rajouter à cette question d'équipe, c'est que c'est encore plus riche quand on mélange les backgrounds et les nationalités. Nous, le fait qu'on a des Chinois, on travaille avec des Ukrainiens, on travaille avec des personnes d'autres backgrounds, d'autres sensibilités, ça enrichit encore en plus ces dimensions. Il y a quand même dans certains pays des manières de faire qui sont bousculées quand on travaille avec des gens d'autres pays. C'est très intéressant aussi. Ouais, c'est marrant. Et puis peut-être des entreprises nationales qui sont différentes, qu'on n'avait pas forcément vues, effectivement. Et je me souviens, Thierry, quand on avait échangé, c'était en pleine guerre ukrainienne, qui est toujours là, mais c'était vraiment le feu. Et toi, tu allais faire une conférence là-bas en Ukraine. Oui. J'avais trouvé ça assez fort de remettre du design, de l'art dans un environnement cassé par cette malheureuse. Et ils sont très forts en plus. C'est vraiment bien, vraiment intéressant. Et vous ne le savez sans doute pas, mais sans doute que vous avez un logiciel sur votre ordi qui est ukrainien, tellement il y a 2-3 boîtes très malines. Je pense à Spark, par exemple, qui gère vos mails, et ça, c'est un logiciel ukrainien. J'en profite, Mathieu, avant de te donner la parole, parce que je vois dans le chat, il y a Pierre-Édouard Schmitt, qui est directeur de l'ESP, l'ESD, où effectivement je donne des cours, et où effectivement Mathieu, a priori, tu interviens aussi. Et il dit welcome, Amandine et Thierry, donc je pense que c'est un coup de pied, en tout cas, une porte ouverte pour que vous veniez. Et puis, Bénédicte pose une question, et je vous propose parce que je pense que le sujet de la formation, il est clé, vous avez raison, et c'est marrant parce qu'en préparant cette émission, tous les trois, vous m'en avez parlé tout de suite en disant il y a un sujet autour de la formation qui est clé. Et je vous avoue que je voulais finir là-dessus, mais en fait, Bénédicte offre une petite question d'ouverture que je trouve intéressante aussi. Elle dit en fait, les contenus sont censés, hop, je vous l'affiche, les contenus sont censés créer du lien entre les marques et les audiences. Pensez-vous qu'un contenu dont on sait qu'il a été généré par l'IA peut créer ce même
type de lien qu'un contenu 100% humain. Ce qui est intéressant, et peut-être que ça peut être notre question d'ouverture à tous les trois, de dire, on est en train de faire rentrer la machine dans un environnement qui était vraiment presque d'humain à humain, on essaye de se parler. Les marques étaient au milieu, mais on essayait justement d'incarner ces marques, de les faire parler. Aujourd'hui, la machine est comme un nouvel acteur qui rentre dans cette relation-là. Comment vous l'abordez? Effectivement, comment est-ce qu'on arrive à garder une sincérité et une authenticité dans ce métier de la communication, du market ou du design que vous êtes tous les trois? Et puis, je vous pose cette question à tous les trois, et puis on va faire un dernier tour de table, et puis on finira là-dessus. Alors, Vas-y, Mathieu, ouais. en fait, oui, pour moi, un contenu généré par l'IA peut créer le même effet. Parce qu'on parle bien qu'il est généré par l'IA, mais il n'est pas généré spontanément par l'IA. En fait, il est fait à la demande de quelqu'un et il est effectivement généré. En fait, c'est la même chose de comment les choses sont faites. C'est-à-dire qu'à la fin, est-ce que l'output me génère une émotion ou pas? Et en fait, ce qui fait l'émotion, c'est pas qu'il a été produit en usine ou à la main en tant que tel potentiellement, mais c'est est-ce que le choix de me présenter cet outil-là répond à une problématique, répond à un sujet. Et en fait, il y a toujours un humain qui fait ce choix-là. Et moi, je me suis surpris récemment à voir, parce qu'on est saturé d'images en IA, donc en fait, par des gens qui ne sont pas tous d'ailleurs talentueux, ça ne me génère aucune émotion. Je dis, ok, c'est bien fait, mais en fait, comme tout le monde fait la même chose, en fait, je veux dire, tout le monde a un showroom, enfin, beaucoup de gens ont maintenant un showreel IA. Vous allez sur le Wall Mid-Journée global, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas l'aspérité. Et on se rend vite compte qu'à la fin, c'est ce petit truc en plus qui fait que ce truc-là, il est plus intéressant que l'autre. Et là, c'est le choix de la personne ou une retouche ou un machin. Donc finalement, un produit IA peut générer plus d'émotions parfois qu'un produit humain, parce que si le choix est plus pertinent, dit autrement et peut-être de manière plus vulgairement, en fait, un produit pourri fait par un humain, il sera un produit pourri fait par l'IA. Le sujet, c'est qui a fait le choix de choisir quoi. Donc, c'est quand même ça. Après, pour être un peu dans la provocation, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des actions et des métiers que l'on fait et qui étaient des métiers de robots. Et du coup, l'humain se fatigue, et donc un humain qui fait un métier de robot, il n'est pas toujours top. En fait, on va juste maintenant passer l'échelle en mettant vraiment des robots. Et je me suis surpris. Alors, l'anecdote vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quand même un signal faible. Moi, j'ai écouté en live la conférence d'OpenAI il y a 10-15 jours, là. Et en fait, donc je l'avais mis et je cuisais un truc. Donc, j'avais le truc dans l'oreillette et je cuisais ma viande. Et en fait, je me suis surpris à un moment, donc j'avais plus la vision, à écouter la conversation qu'ils avaient avec l'IA qu'ils avaient déployée, et en fait, à un moment, à oublier qu'en fait, ils discutaient avec une machine tellement le naturel était là. Et à un moment, j'ai pris conscience, je dis, c'est fou, en fait, moi-même, en sachant que je me suis laissé surprendre parce que, en fait, le naturel est là. Et par ailleurs, j'ai vu ce que fait Paul Trillo, le réalisateur qui a accès à Sora, qui fait des trucs incroyables au prompt. En fait, il a fait des trucs, à un moment, j'ai ressenti une émotion. On peut dire oui, mais c'est généré en IA. Oui, c'est généré en IA, mais par un réalisateur qui a fait un choix, qui a fait un montage. Et donc, c'est ça, en fait, qui a de la valeur. C'était notamment pour le nouveau son d'un gars qui fait de la musique électronique. En fait, j'ai trouvé ça beau. Donc, en fait, le sujet, c'est moins comment ça a été fait. Et on en revient sur c'est quoi l'art digital? Est-ce que l'art digital a plus de valeur que l'art pas digital? Et puis, les peintres disaient qu'une photo avait moins de valeur qu'une peinture. Et puis après, la photo numérique avait moins de... Donc, en fait, c'est un sujet qui a toujours été là. Ben n'avait pas appris la musique quand il joue de la guitare. Pourtant, c'est incroyable. Donc, en fait, il y a un sujet des gens d'avant qui vont souvent juger l'étape d'après. Et eux-mêmes, quand ils ont été à leur étape, étaient jugés par l'étape d'avant. Donc, en fait, c'est simplement un cycle qui se répète, que l'on a déjà vécu. Il faut juste à peu près le conscientiser, et de ces IA-là qui génèrent des choses vont émerger des trucs très créatifs. Il y a des gens qui vont se spécialiser et qui seront incroyablement forts, qui maîtriseront ces outils et qui en feront la valeur. Et à la fin, c'est le talent, je pense quand même, qui fait la différence. Et ça, pour l'instant, c'est pas l'IA qui le fait, ce choix-là. Ça, c'est bien, ça, c'est pertinent. C'est toujours le gars derrière la machine. Il y a un slogan d'une boîte qui s'appelle Mythique, que je trouve génial, c'est Love Your Imperfection. Est-ce que Thierry, c'est pas ça qu'on doit aller chercher en tant que créatif quand on travaille avec une machine? C'est chercher l'accident, chercher l'imperfection qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose, comme dit Mathieu, qui va... j'aime bien quand Mathieu parle de la question du choix d'un réalisateur, effectivement, d'aller chercher du choix. C'est-à-dire qu'on est face à des outils, on peut tout faire. Est-ce que c'est pas ça une des pistes pour remettre de l'humain? C'est accepter son choix et décider d'aller au bout de son idée et de son choix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu vient de dire. C'est vraiment une question de choix et de choix humain. Après, ce sont des outils.
Ce qui est sûr là, et c'est déjà un peu le cas, c'est qu'on va assister à j'ai envie de dire, un aplatissement des visuels. On va voir beaucoup de choses les mêmes qui vont. C'est déjà le cas, moi je trouve. Déjà, ça m'emmerde. Les images mid-journée et tout, je trouve ça vraiment, ça m'emmerde. Donc, et puis On tout d'un retourne dans coup, les il y a grandes lignes, ton quelqu'un qui va sujet clé. utiliser. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va prendre un choix et il va y avoir une nouvelle tendance. Donc, je rejoins vraiment ce que Mathieu vient de dire. Et ça reste au niveau de ces choix. Et le choix que nous avions fait d'avoir des images avec des erreurs, moi, je crois que c'est ça aussi qui fait l'humain, c'est l'erreur, justement. Et donc, le choix de vouloir ça, par exemple, dans le cas de ce qu'on avait fait, a généré quelque chose qui était plastiquement très contestable. On a eu beaucoup de débats là-dessus en interne et finalement très intéressant. Donc, ouais, il faut vraiment faire confiance aux créatifs et justement à cette nouvelle génération de créatifs. Je crois que les agences, enfin en tout cas c'est ce que nous on fait, c'est aller chercher ces nouveaux profils, c'est aller chercher des gens qui voient les choses autrement et qui ont envie de... Parce que ça reste une expérimentation. Hein. Donc c'est des gens qui ont envie d'essayer des trucs. Et tant qu'on est dans cette dynamique-là, on va faire des trucs bizarres, on va faire des trucs très beaux, on va faire des trucs totalement inattendus. Et c'est comme ça que ça va pousser vers l'avant. Et là, je rejoins aussi Mathieu sur ça. C'est ça qui va générer les émotions. Donc là, oui, des émotions par l'intermédiaire de l'AI, bien sûr, il y en aura autant, si pas plus. Et pour terminer, toi, Amandine, c'est vrai que tu travailles déjà avec de l'IA dans la pub Ouais. parce que avec la programmatique, il y a déjà de l'IA. Et il y a Nicolas Jambin, qui était un des intervenants de la première émission d'ailleurs, qui bosse chez Capgemini. Il dit, est-ce que finalement, le travail robotique va pas remplacer le travail un peu répétitif de l'humain et finalement remettre de l'humain au cœur parce que on va mettre l'humain là où on peut pas mettre de robot. Et c'est finalement ça qui va être intéressant. Est-ce que toi, qui travailles déjà avec des robots depuis des années en médias, tu ressens ça, ce côté où l'humain revient sur des tâches Oui, de réflexion, de compréhension, mais d'analyse? complètement. C'est-à-dire que l'IA va aider à l'aide à la décision, mais en fait, comme le disaient Mathieu et Thierry, la décision finale, elle appartient encore à l'humain. Je pense que le terme qu'il faut retenir, c'est le parti pris. C'est-à-dire que, et c'est l'audace. C'est-à-dire, il y a que l'humain qui va pouvoir faire preuve d'audace dans des choix. Nous, on le ressent bien dans les campagnes médias. En fait, les IA vont moyenniser les performances en disant cette campagne-là a bien marché parce qu'ils ont fait ça, ça, ça. Celle-ci, elle a bien marché. Donc, en fait, on va moyenniser les performances en disant bah, pour votre prochaine campagne, ce serait bien que vous fassiez ça, ça, ça. Oui, mais en fait, l'IA va donner les mêmes conseils à tout le monde finalement. Donc, ça va moyenniser les choses. Et en fait, il n'y a que l'audace et le parti pris des humains qui va faire la différence d'une campagne à une autre. Et pour ajouter juste un mot de ce que disait déjà très bien Mathieu, je pense que c'est le choix, mais c'est aussi l'insight de départ qui va conserver vraiment, qui va apporter une grosse différence entre chaque campagne. Et donc le rendu. Donc on a encore besoin d'humains. Et on a besoin de les former en tout cas. C'était un des Ouais. mots que vous aviez tous et donc je suis content que vous l'ayez dit tous parce que c'est absolument clé. Merci à tous les trois. Je vois qu'il est 12h30. On va du coup Merci Romain. tous vous libérer pour aller déjeuner. Un grand merci à vous tous. Merci à Amandine, Mathieu, Thierry d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté Merci de nous beaucoup. prêter de votre temps pour échanger sur ce sujet. Moi, j'ai juste un petit mot puisque le mois prochain, on lance un nouveau format qui s'appelle Mark AI Week où il y aura des gens comme HubSpot, Adobe, Microsoft et, je peux vous l'annoncer en avant-première, Salesforce, qui seront là pour faire des démos, parce qu'on parle beaucoup de l'IA, mais concrètement, quand on a des éditeurs face à nous, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette IA pour aller gagner un petit peu de performance? Et donc, c'est la question qu'on va se poser tous ensemble. Chaque éditeur aura 30 minutes de démo pour nous démontrer ou nous montrer ce qu'on peut faire avec de l'IA aujourd'hui dans ces solutions-là. Et donc, j'espère vous voir très nombreux aussi, parce que c'est un test. Voilà, on teste des choses avec Mark AI. C'est aussi ça la beauté d'avoir cette ambition-là. Donc merci à tous les trois et je vous dis à très vite. Alors mon associé m'a envoyé un petit texto en disant bon maintenant j'ai très envie de les réentendre dans 6 mois pour voir où ça en est. Donc possiblement je vous enverrai peut-être un message dans 2-3 mois pour dire bloquer votre mois de décembre. On se refera un petit résumé, un petit suivi pour savoir où vous en êtes. Merci à tous, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon appétit, un très bon week-end. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Bye. Bye.